Non, on s'attaque à du lourd aujourd'hui. On plonge directement dans les pensées complexes, mais absolument fascinantes, d'un monument de la philosophie, Jacques Derrida. Pendant des décennies, il a complètement viré à l'envers notre façon d'aborder les œuvres. On entre sur un terrain vraiment captivant où la théorie pure et dure vient se cogner contre la matérialité d'une toile, d'un écran ou même d'un bloc de pierre. C'est carrément une toute nouvelle façon de comprendre la création. Et pour ancrer tout ça, le point de départ idéal, c'est le livre Penser en ne pas voir. C'est un recueil exceptionnel qui rassemble des textes et des conférences sur une période de 25 ans, de 1979 à 2004. Ce qui est brillant là-dedans, c'est la façon dont le focus change. On délaisse carrément le terme arts visuels pour parler plutôt des arts de l'espace. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que l'espace, c'est pas juste une question de regard. Ce petit changement de perspective permet de révéler des textualités cachées, bien au-delà de l'idée traditionnelle où tout doit être mis en lumière et évident. Section 1. L'incompétence du philosophe. On touche tout de suite au paradoxe ultime. Imaginez la scène. Un philosophe mondialement connu dans le métier d'analyser le sens des choses avoue de but en blanc qu'il ne connaît absolument rien à l'architecture, au cinéma ou à la peinture. Et c'est pas de la fausse modestie. En disant qu'il se sent assez démuni, il ébranle toutes les certitudes du monde académique. C'est frappant parce que d'un coup, on dépouille la figure du grand savant de son arrogance pour laisser place à la vulnérabilité de celui qui observe. Mais ça soulève un sacré mystère intellectuel. Pourquoi prendre la parole délibérément depuis un lieu où on revendique son incompétence? C'est loin d'être anodin. En fait, c'est une façon de remettre en question comment la compétence elle-même est formée et ce qui légitime les experts. En refusant de jouer à l'expert absolu, on conteste directement l'autorité des institutions, puis on ouvre la porte à une approche tellement plus libre et audacieuse. Faut dire qu'historiquement, la philosophie a pris la fâcheuse habitude de se voir comme le discours maître, le boss absolu de la pensée. Dans cette vision très logocentrique, les autres domaines de création, comme l'art, sont rabaissés et doivent attendre que la philosophie vienne leur dicter leur vrai sens. Donc en déclarant son incompétence technique, notre philosophe démolit cette idée hégémonique avec un plaisir évident. Il fait un pas de recul et ce recul magnifique libère l'œuvre d'art d'un contrôle rigide, offrant enfin un espace de résistance face au discours dominant. Section 2. Le silence des œuvres. Maintenant, pour vraiment comprendre comment ces créations spatiales arrivent à communiquer une présence sans utiliser le moindre mot, il faut faire une distinction super importante, la différence entre le mutisme et la taciturnité. Le mutisme, c'est le silence absolu de quelque chose qui, à la base, n'a pas la capacité de parler. La taciturnité, par contre, c'est quelqu'un ou quelque chose qui peut parler, mais qui choisit délibérément de se taire. Saisir cette nuance, c'est la clé pour comprendre comment un tableau ou un bâtiment impose sa présence dans l'espace. Et c'est là que le paradoxe frappe fort. Pensez à un immense monument en pierre. Ça ne prononce jamais une phrase. D'un côté, ce silence inébranlable, c'est de la résistance pure, complètement imperméable au pouvoir des mots. Mais de l'autre côté, ça peut devenir un discours virtuel incroyablement écrasant. Le mutisme d'un monument dégage souvent une autorité presque divine, devenant un discours silencieux extrêmement puissant dans notre vie de tous les jours. Section 3. La déconstruction du visuel. Souvent, on pense à tort que la déconstruction, c'est juste un jeu de mots compliqué réservé aux vieux livres. Pas du tout. Ici, le concept de texte prend une toute autre dimension. On oublie l'encre sur le papier, un texte c'est vu comme un réseau de différences, un espacement. Ça veut dire que même la toile abstraite la plus silencieuse au monde fait partie d'un filet de référence. Juste par sa structure et son espacement, l'objet devient un texte. Le visuel lui-même est un texte qu'on doit lire. Toute cette théorie nous amène à une question vraiment intrigante. Où est le corps dans un film? Pour y répondre, on a juste à comparer les médiums. Un peintre, tout seul dans son atelier devant sa toile, laisse une trace physique, directe. Le cinéma, par contre, vient brouiller les cartes, avec le mouvement, le montage, puis une armée de techniciens, de scénaristes et d'acteurs. Le corps unique du créateur se retrouve complètement éparpillé. Section 4. Le paradoxe de la signature. Cette exploration nous pousse à revoir complètement ce que ça veut dire signer une œuvre et comment la présence physique de l'artiste s'imprime dans la matière. Ce portrait dessiné au trait l'illustre à merveille. Fait juste de lignes sinueuses, il incarne le concept de la trace. La personne qui tenait le crayon n'est plus là physiquement. Et pourtant, son geste marque l'espace de façon indéniable. C'est quand même fou quand on y pense. Le corps de l'auteur hante l'œuvre précisément parce qu'il n'y est plus. L'exemple historique parfait pour illustrer ça, c'est Van Gogh. Quand on regarde l'épaisseur de la peinture sur une de ses toiles, on ressent presque viscéralement l'implication physique du peintre. C'est carrément une provocation violente. Le corps de l'artiste y est profondément engagé, puis pourtant, ce corps-là est complètement disloqué du moment où on regarde la toile. L'acte de peindre laisse un témoignage passionné qui survit bien au-delà de l'instant de la création.
Mais attention, une signature, c'est pas instantané. Ça suit une chronologie bien précise. Étape 1, l'événement, la création brute. Étape 2, le reste. L'œuvre se dresse toute seule dans l'espace et elle attend. Puis l'étape 3, la plus cruciale, la contre-signature. En gros, une œuvre n'est pas vraiment signée tant que la société, le public ou une institution ne vient pas la valider. Finalement, c'est l'accueil de l'autre qui donne vie à la signature. Section 5. Affirmation, pas destruction. Il est grand temps de défaire le plus gros mythe autour de la déconstruction. Le grand public associe souvent ça à un pessimisme total. Faut rayer ça tout de suite. C'est pas un vide. C'est pas un écart chaotique où tout s'écroule. C'est pas juste une envie de détruire les choses, puis c'est pas non plus une obscure théologie négative qui glorifie l'absence. Faut vraiment tourner le dos à cette vision sombre. En fait, c'est exactement l'inverse. La déconstruction, c'est une force profondément affirmative. C'est le vrai moteur de l'invention. Si on garde les fondations d'une discipline intouchable et dogmatique, on ne créera jamais rien de nouveau. Il faut absolument secouer les vieilles certitudes pour libérer un espace qui va permettre de construire quelque chose de véritablement inédit. Et c'est justement cet espace inédit qui nous permet d'aborder la notion de beauté. Vu sous cet angle, la beauté, c'est une expérience vertigineuse. Ça réveille un désir féroce, mais ça reste inaccessible. C'est la force d'une œuvre qui fascine, mais qui refuse obstinément de se laisser complètement digérer ou consommer. Elle garde sa distance, préservant son mystère, peu importe à quel point on essaie de s'en emparer. Ce qui nous amène directement à cette ultime question parfaite pour conclure, qu'est-ce qui vient après? Si les moments marquants de l'histoire de l'art n'arrivent que lorsqu'on dépasse toutes les conditions logiques, ça veut dire qu'il est impossible de programmer l'avenir de la création. Les futures formes artistiques vont toujours rester insaisissables et surprenantes. Et ça, c'est une piste de réflexion absolument fascinante à garder en tête.